Bonsoir à tous. Un live comme annoncé sur Sport News Africa SNA pour parler de la CAN 2025 et des huitièmes de finale alléchants qui nous attendent. Ça commence dès demain avec deux matchs au programme. Sénégal d'abord contre le Soudan et ensuite un choc des aigles entre le Mali et la Tunisie qui sera très 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 intéressant. Et alors nous avons aussi Khadim Diakhaté de Esport qui vient de nous rejoindre justement pile quand on commence. Bonsoir Khadim et bonsoir à tous. Donc je vous présente un petit peu. Donc je disais Khadim Diakhaté, journaliste à Desport qui est actuellement à Tanger. Malang Sani, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un des hommes qui nous fait toutes les vidéos sur cette CAN depuis Dakar, qui nous fait vivre l'ambiance en tout cas depuis Dakar sur SN avec les supporters et tout ce qui va avec. Nous avons aussi Richard Naha. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui avec qui je fais souvent les podcasts aussi, donc le Cercle Sport Africa. Grand connaisseur du football camerounais aussi, qui va un petit peu nous dire ce qu'il pense de ces nouveaux Cameroun de version David Pagou, mais aussi Drissa Nyono, qui est actuellement avec les Aigles du Mali, en vue de ce quart de finale ce huitième de finale, c'est un lapsus révélateur ça, tu vois Drissa, en vue du huitième de finale contre la Tunisie. Et enfin, James Katangwa qui va nous parler des léopards de RDC. C'est surprenant, léopards. On se demande jusqu'où est-ce qu'ils iront. C'est un petit peu le programme, en tout cas le menu du jour. Alors, messieurs, déjà, bonsoir. Et sans plus tarder, on va commencer forcément par le premier huitième de finale qui aura lieu demain à 16h GMT, qui va opposer le Sénégal au Soudan. Mais déjà, Malang, vu que toi tu es à Dakar, j'ai envie de te dire un petit peu comment est l'ambiance actuellement à Dakar. Oui, comme chaque jour de match de l'équipe nationale du Sénégal, à partir de Dakar, l'ambiance est déjà bouillonnante. Et là, les gens sont confiants parce qu'aujourd'hui même, j'étais sur le terrain pour essayer de prendre quelques réactions, voir comment les Sénégalais se sentent déjà à la veille de ce match-là. Mais la quasi-totalité des Sénégalais qu'on a rencontrés se sentent déjà confiants parce que tout simplement, pour eux, le Soudan, c'est pas une équipe qui va aujourd'hui barrer la route au Sénégal au regard des ambitions que le Sénégal a d'aller chercher cette deuxième étoile. Et aussi au regard de la physionomie de l'historique entre ces deux équipes, le Soudan était dans la même poule que le Sénégal lors de la qualification pour le mondial. Le Sénégal qui a battu le Soudan récemment à Dakar 2-0. Donc, les Sénégalais se sentent déjà confiants et l'ambiance commence déjà à tourner autour de ce match-là. Et qu'aujourd'hui, pour eux, il n'est pas question que le Sénégal ne gagne pas ce match contre le Soudan demain. Ok. Et du coup, on a aussi Khadim qui a Tanger. Khadim, est-ce que tu nous entends déjà? Parce que ton micro il est coupé, donc je ne sais pas si Khadim nous entend. Alors voilà, sinon, messieurs, on va commencer avec aussi les autres qui sont actuellement avec nous, que ce soit Richard, Drissa ou James. Comment est-ce que vous voyez un petit peu ce match à venir? Moi, je peux demander la parole. Hein. Je la prends directement. Bon, vas-y. Voilà, donc d'abord, c'est deux équipes qui se connaissent. Hein. Deux équipes se sont rencontrées. Les précédents intervenants viennent de le dire, qui se sont rencontrés pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde. J'ai plus en tête les résultats du match aller, mais au match retour, je sais que le Sénégal a gagné. Donc, attention à cette habitude. Au football, c'était 0-0 à l'aller et 2-0 au retour. Voilà. Donc, c'est ça ma crainte. Attention, souvent à cette habitude de rencontrer la même équipe, Parce que à la première rencontre, il peut y avoir ces complexes d'infériorité de la part des Soudanais. Mais après, ça devient une habitude et enfin, ils peuvent se dire, donc ils sont prenables et cette fois-ci, on y va de cette manière. Donc, c'est une rencontre, à mon avis, qui est indécise. Hein. Je vous assure, parce que la RDC également était dans ce groupe-là. On avait donc joué les Soudans deux fois et la première fois, les Soudans nous a pris les 3 points du match aller à Khartoum. Les Soudans a pris, c'est d'ailleurs la première défaite de la RDC dans ces éliminatoires, c'était contre les Soudans. Donc, ils nous avaient pris
3 points là-bas. C'est au retour, lors de la dernière journée, que la RDC a battu petitement le Soudan 1-0 à Kinshasa. Donc, je pense que c'est une équipe qui prend l'habitude et, à mon avis, le Sénégal doit faire très, très attention et éviter surtout le complexe de supériorité, hein, et se dire, non, bon, on est déjà passé. Excusez-moi. C'est dire qu'on est déjà passé, ça sera un match facile. Attention. C'est ça, mon intervention se base sur ce point-là. Il faut faire très attention et les Lions de la Teranga doivent venir très, très concentrés dans ce match parce que les Soudanais n'ont rien à perdre. Richard Drissa, par rapport à ce sujet. Bon, moi, en ce qui Vas-y, Drissa, on t'écoute. C'est une affiche déséquilibrée, en tout cas sur le papier. Donc, je crois que le confrère de la RDC, ce qu'il vient de dire, c'est à noter. Mais c'est l'absence de Kalidou, en tout cas, qui m'inquiète un peu pour le Sénégal. Sinon, j'ai vu une statistique qui parle de 70% de victoire quand il est là, quand il n'est pas là, quand il est là, pardon, et 25% quand il est absent. Cela veut dire qu'il a son importance également et sa place au niveau de cette défense. Maintenant, il y a deux jeunes, je crois, Nyakati et ensuite Sek, et qui vont peut-être commencer, ce qui va être, à mon avis, une défense expérimentale, avec également Krépin Diatta et Jacobs, où il va falloir également faire beaucoup attention, surtout au niveau de la défense. Sinon, je pense qu'au milieu du terrain, le Sénégal en a les éléments. Moi, j'ai été attendu sur ce match face à la RDC, et même si c'est vrai, la RDC a quand même fait une forte opposition face à l'équipe du Sénégal, mais je crois il y a l'élément clé également qui est comme le second couteau qui est injecté à chaque fois quand il a besoin, quand Pape Thiaw a besoin de 109, c'est-à-dire de jeu Mbaye du PSG. Donc, ce garçon, je ne sais pas pourquoi on ne l'anime pas du départ, mais à chaque fois quand il rentre, il apporte certaines choses. Je pense que c'est ce qui pourrait également peut-être beaucoup plus embêter l'équipe du Soudan du Sud, qui va quand même venir, à mon avis, avec pour jouer le contre-attaque. Et comme l'a souligné le confrère tantôt, c'est qu'il faut également faire attention parce que ces genre de rencontres, surtout avec un coach comme Kwasi Appiah qui connaît la compétition, qui a des joueurs également pour la plupart qui évoluent en compétition interclub. Et donc, ils vont venir. Je vois un classique Côte d'Ivoire-Zambie de 2012, mais en tout cas sur le papier, je vois quand même le Sénégal avec ses individualités et ses joueurs d'espérance quand même partir largement favoris. Mais attention, dans un match de huitième de finale, tout peut arriver. Ok, mais Richard, tu as la parole maintenant par rapport à ce match-là. Oui, Mansour, tu sais, il faut être très très prudent parce qu'aujourd'hui, je pense que Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, est un peu rentré dans mon état d'esprit parce que quand tu regardes un peu comment il a analysé cette rencontre, il s'est souvenu quand même que c'est vrai que le 5 septembre dernier, au Sénégal, le Sénégal a gagné l'éliminatoire de la Coupe du Monde, a gagné 2-0 à Dakar. Et il s'est aussi souvenu que même au mois de mars, au match aller, ils ont fait 2-0-0 au Soudan. C'était vraiment impressionnant parce que quand vous regardez cette équipe soudanaise jouer, vous dites sur le papier, bon, elle ne vaut pas grand-chose devant le Sénégal de Sadio Mané, Khalidou Koulibaly, Mendy, tout ça. Et je pense que quand j'ai regardé un peu Pape Thiaw, j'ai un peu regardé de Pape Thiaw tout à l'heure, je me suis dit, c'est un homme prudent. Et tel que je le sens depuis qu'il a fait cette équipe, c'est quelqu'un qui sait analyser le match et qui sait où il veut aller avec son équipe. Et en général, je me souviens aussi en image. J'ai aussi en image la veille de la rencontre de la RDC. À la RDC, quand tu avais dit, on est venu ici faire des résultats, on n'est pas venu ici faire de la figuration. On s'est rendu compte après avoir été mené 2-0, le Sénégal a gagné 3-2. Donc pour moi, je pense que cette rencontre Sénégal, elle sera disputée et je pense que le Sénégal, franchement, il faut se dire la vérité.
l'engouement qu'il y avait avant l'éliminatoire du monde, c'est un peu effrité parce que quand vous regardez même comment le Soudan a joué pendant cette phase, il n'a pas été très convaincant. Et je crois que ça va aller. Mais ce sera un très bon match demain. Alors, Malang, comment est-ce que toi tu analyses le jeu de cette équipe du Sénégal qui va se présenter face au Soudan? Je disais, si moi j'ai une analyse à adresser plutôt autour de ce match-là, c'est juste essayer d'emprunter les pas ou bien les paroles des confrères qui ont dit qu'il faut être prudent. Oui, sur le papier, le Sénégal est largement favori dans cette rencontre, tout simplement parce que quand vous regardez, moi j'ai l'habitude de comptabiliser aussi les matchs du Sénégal contre le Soudan lors du SAN, tout simplement parce que approximativement cette équipe du Soudan, c'est quasiment à 80 voire 70% l'équipe qui était lors du SAN, qui était là lors du SAN. Donc une équipe que le Sénégal connaît bien, une équipe aujourd'hui qui n'a rien à perdre, tout simplement parce que la qualité totale, c'est les joueurs qui jouent sur le continent, qui vont aujourd'hui prouver, qui vont jouer et qui vont jouer quasiment libre parce que ils se diront que voilà, on joue avec un Sadio Mané, je veux faire bonne impression. C'est là où cette équipe peut être très dangereuse. Mais pour moi, tout simplement, il faut aller chercher cette victoire-là. Il faut être efficace devant les camps. Parce que c'est des matchs comme ça où tu vas certainement essayer d'avoir la possession du ballon. Mais quand tu regardes cette équipe du Soudan, c'est une équipe qui joue avec un 4-3-3. Et d'habitude, moi, je vois une équipe qui défend avec 6. Pourquoi je dis avec 6? C'est-à-dire les 4 défenseurs plus les 2 excentrés du Soudan sont toujours les 2 excentrés. Dès que le Soudan perd la balle, revient toujours en arrière. Ce qui fait que c'est une équipe qui va beaucoup défendre. C'est là où le Sénégal doit être très prudent parce que quand cette équipe défend, pour essayer de la surprendre, ça sera pas facile. La chose que le Sénégal peut faire, c'est quoi? C'est être, encore une fois, très efficace devant. Quand vous avez les occasions, il faut les mettre. Quand vous ratez des occasions comme ça, vous donnez confiance à une équipe comme l'équipe soudanaise, qui a, encore une fois, comme je l'ai dit, des joueurs locaux qui, après, quand ils sont confiants devant un Sadio Mané, ils peuvent être, encore une fois, très dangereux. Mais bon, sans débat, je pense que le Sénégal, vraiment, va battre ce Soudan-là et continuer l'aventure au niveau de Tanger. Ok, on va voir. Est-ce que Khadim nous entend maintenant? Khadim Diakhaté qui est de Sport qui est à Tanger. Si on peut avoir les échos de Tanger, mais je ne sais pas s'il nous entend parce qu'il est connecté, mais... je vous entends. Ah, super. Parfait. Tu nous entends? Oui. Bonsoir Khadim déjà. Alors, on voudrait savoir un petit peu quels sont les échos, comment a été un petit peu la préparation de ce match du côté du Sénégal. Bonsoir à tout le monde, à tous les confrères. Je pense que c'est pas la peine d'activer la vidéo, sinon bon, je peux le faire, pas de souci. C'est toi qui vois. Voilà. Non, pas de souci, ça me va. Alors, concernant la préparation, bon, je pense que aujourd'hui on était à l'entraînement des Lions et déjà le groupe était au complet, c'est-à-dire les 28 convoqués ont répondu à l'appel. Et il y avait certainement des interrogations quant à la participation de certains joueurs, voire même cadres, pour le prochain match, c'est-à-dire les 8e. Mais fort heureusement, on a vu la présence de Iliman Ndiaye aujourd'hui à l'entraînement et bien avant même, Pape Thiaw, le coach, avait répondu aux questions des journalistes concernant l'état physique de certains de ces joueurs comme Lamine Camara qui était aussi à l'entraînement, comme Moussa Niakhaté qu'on a vu un peu boitillant avant-hier et même aujourd'hui dans les images. Mais bon, pour Moussa, on a posé la question à Pape. Il a dit que c'était une décision. C'était sa décision en fait, parce que rappelez-vous, lors du dernier match du Sénégal contre le Bénin, Moussa ne faisait pas partie de la liste en fait. Il était dans les tribunes, lui et Pape Gueye.
Donc, on avait eu la possibilité de poser la question à Pape Gueye en zone mixte parce qu'il était là-bas. Par contre, Moussa n'y était pas. Pape Gueye avait répondu en disant que c'était une décision du coach, mais il n'était pas blessé. Bon, donc certainement, c'était pour le préserver parce qu'il avait un carton, donc il était sous la menace d'une sanction. Donc, ça doit être seulement cela. Bon, pour le reste, Kalidou Koulibaly suspendu aussi à participer à la séance d'entraînement d'aujourd'hui. Bon, après, la presse n'avait que 15 minutes, donc après les 15 minutes, on est parti. Mais bon, disons que dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne chose pour cette équipe nationale du Sénégal, d'autant plus que Pape Thiaw pourra compter sur ses 28 joueurs convoqués. Ok, bon, mais ça, c'est très bon à savoir. Il y a un autre match aussi qui a lieu demain, lui, à 19h GMT. Non, avant de passer à ça, moi, je voulais apporter un point. Ah, vas-y. Et je pense que l'autre élément qui pouvait également apporter beaucoup plus, surtout au Lyon, c'est l'apport du public. Parce que moi, j'ai vu beaucoup, énormément de supporters sénégalais qui sont sortis le jour du match contre la RDC. Je me disais, est-ce que Sénégal, ils ont une frontière avec le Maroc ou pas? Je me posais la question, mais... Après aussi, c'était un match attractif. Moi, par exemple, j'ai eu des amis qui se sont déplacés uniquement des États-Unis au Maroc uniquement pour regarder ce match. Donc, c'était un match qui avait beaucoup d'audience aussi, il faut souligner ça. Ah bon, voilà. Donc, je crois que c'est un élément important, à mon avis, l'apport du public, parce que face à une défense recroquevillée, si elle pousse, ça peut apporter beaucoup plus à l'équipe qui attaque. Ok, ben alors, il faut rappeler que si le Sénégal vient à bout du Soudan, du Soudan, il se profile un quart de finale incroyable. Hein. le vainqueur du Sénégal-Soudan affrontera le vainqueur du Tunisie-Mali, ce serait pas mal. Donc, c'est incroyable. Hein. On va pas avant de partir de quart de finale. On parle mollo. Richard, pour laisser, on parle mollo. On parle pas. Mais justement, Lisa, toi, là, parlons un peu de ce match à venir demain contre la Tunisie, un adversaire que le Maroc connaît, que le Mali connaît très bien parce que c'est la 4e fois consécutive que vous vous rencontrez en CAN. Comment tu vois ce choc et comment est la préparation de l'équipe malienne? Non, bon, je pense que nous, on se prépare très bien, même s'il va y avoir des absents. Et ensuite, il y a 2 joueurs qui sont pour le moment en phase de retour, mais qui n'ont pas totalement récupéré. Il s'agit de Sikou Niakate au niveau de la défense et de Amari également. Maintenant, ce qui se trouve qu'Amari n'a joué qu'un seul match avec Tom, alors que Sikou, depuis le 6e match des éliminatoires de la CAN et jusqu'au dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde, donc il est toujours là, à l'exception du récent match contre la Jordanie où il était absent. Maintenant, c'est que malheureusement pour nous, on va se priver également de l'apport d'un joueur avec beaucoup d'expérience, Amadou Edera. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué cette saison, mais vu son expérience et son vécu en sélection, c'est un joueur que quand il joue, il apporte toujours ce plus-là qu'on a besoin au milieu du terrain. Maintenant, par rapport aux dernières éditions, on a quand même une équipe qui est beaucoup plus calculatrice. Et c'est la première fois d'ailleurs je vois l'équipe du Mali avancer de cette manière. Sur le plan offensif, il faut... Bon, on attend encore beaucoup plus, mais je pense que dans leur organisation défensive, en tout cas, n'eût été ce relâchement contre la Zambie, j'ai trouvé quand même beaucoup plus bien organisé l'équipe lors de cette CAN, bien meilleure que les CAN précédentes où sur le plan offensif, les gens nous voyaient, mais défensivement, on était vraiment fébrile et parfois beaucoup plus même laxiste. Maintenant, je crois que Tom Saintfiet, avec son apport, et moi j'ai compris depuis son premier match et la première conférence de presse, que c'est un entraîneur qui vient pour casser entre guillemets les codes. C'est que
Avant, quand on jouait, tout le monde aimait notre jeu, tout le monde savait qu'on savait jouer au ballon, mais ce qui nous manquait, c'était le mental, le caractère, et ensuite savoir garder un résultat. Et je pense que le but pris face à la Zambie, à mon avis, a également apporté quelque chose à l'équipe, c'est la concentration et cette préparation mentale avant match que le coach fait à chaque fois avant le début des rencontres. Donc, je vois que le Mali beaucoup plus mieux organisée, beaucoup plus calculatrice et beaucoup plus pragmatiste également, bien meilleur malheureusement bien meilleur que les éditions précédentes, parce que avant on jouait bien, on attaquait bien, mais défensivement alors que pour gagner la CAN, il faut être solide et défensivement. Donc quand tu prends en 2019, on est éliminé sur un centre anodin qui dépasse Youssouf Kone, qui prend Jonathan Kodja et Zaha et Marc. En 2021, on ne parvient pas à casser le rideau défensif de la Guinée équatoriale, on perd. En Côte d'Ivoire, tout le monde nous voit jouer, mais c'est qu'on est fébrile également défensivement. Mais Tom Saintfiet, il est venu avec une autre façon de voir. Et moi, c'est vrai, ça n'excite pas, mais à mon avis, c'est ce qui nous manquait. C'est que défensivement, on a eu ce qu'on voulait, mais on a perdu également offensivement. Maintenant, pour me projeter un peu sur ce match face à la Tunisie, en tout cas, je vois quand même un match beaucoup plus compliqué. Et nous, notre difficulté avant, c'était sur le coup de pied arrêté. Aujourd'hui, on voit qu'on encaisse moins et on gagne quasiment nos duels sur le coup de pied arrêté et sur le corner. Ça, c'est un facteur positif. Ce qui fait également l'une des forces également de cette équipe de Tunisie, où sur le coup de pied arrêté, elle est vraiment dangereuse. En plus de ça, je pense qu'on a également au milieu de terrain les éléments qu'il faut pour avoir la maîtrise. Maintenant, ce qu'il faut, c'est comment mettre ces éléments-là pour attaquer et ensuite marquer. Maintenant, je pense que c'est ce qui manque à l'équipe. Le coach n'était pas content sur les 2 derniers matchs. Il est actuellement en conférence de presse aujourd'hui. Et je crois que depuis hier, aujourd'hui, ils ont beaucoup travaillé sur ça. Et on va voir ce que ça va donner en match demain. Mais en tout cas, face à la Tunisie, à chaque fois qu'on a joué contre elle, à l'exception des matchs en 2021 où on a joué en infériorité numérique, et la Tunisie nous a battus à domicile, c'est que rarement on a perdu face à elle. Donc en phase finale de CAN même, c'est toujours 2 victoires de match nuls. Et là, à chaque fois, quand tu regardes, bon, c'est vrai qu'en barrage éliminatoire Coupe du Monde, on marque contre nous, mais on retourne à domicile à Tunis, on trouve une équipe beaucoup plus vicieuse que nous et qui perd du temps et qui ne joue pas au ballon. Mais là, je crois que ça va être une opposition de style, un match fermé. Mais je pense qu'on a les moyens, en tout cas, et si les garçons y mettent un peu du sien, on a les moyens, en tout cas, de franchir cette étape. Voilà, justement, James, toi, je sais que les RDC avaient affronté la Tunisie récemment, c'était non, c'est quoi? C'est pas la Tunisie, pardon, c'était le Maroc, c'était autre chose. Mais tu en as pensé quoi de cette équipe de Tunisie et du Mali aussi sur cette phase de groupe? Bon, en tout cas, je pense que la Tunisie et le Mali ont un point commun, c'est que dans toutes les phases finales, c'est comme l'Angleterre, hein, dans toutes les phases finales, ils arrivent toujours dans la peau je vais pas dire favoris, mais dans la peau des grands qui peuvent aller jusqu'au bout. C'est toujours comme ça, ils arrivent toujours comme ça, dans cette peau-là. Mais ils n'arrivent jamais au bout. Je ne sais pas, la Tunisie a eu sa dernière CAN il y a combien de temps, je passe en tête, c'est 2006 ou je sais pas, 2016 ou 87, je sais plus. Donc c'est toujours ça, ils arrivent toujours dans cette peau-là et puis la dernière CAN de la Tunisie, c'était 2004. 2004. Ils avaient organisé en 2004. Voilà. Donc depuis ces temps-là, ils arrivent toujours Tunisie, avec des cartages et puis ça s'évapore. Mais cette fois-ci, je pense que c'est 50-50, il faut l'avouer, c'est 50-50. Et la Tunisie, on voit qu'elle est trop fébrile. Et il suffit de la culer un tout petit peu et on voit les joueurs qui perdent leur jeu et qui encaissent des buts bêtes. Côté Mali, il y a un peu petite organisation.
dans les jeux et un peu plus de maturité, même si c'est un tout petit peu des jeunes gens qui composent cette génération. Et comme d'habitude, je pense que ça va se terminer par un match nul et puis je suis sûr que ça ira jusqu'au tir au but, parce que je ne vois pas une de ces deux équipes l'emporter par exemple avec 2 buts de quart ou 3 buts de quart. Vraiment, ces deux pays se tiennent à la culotte et ça va se voir demain. Et je suis sûr que ça va aller jusqu'au tir au but. Alors, Richard, toi, quelle est ta vision sur ce match à venir entre les deux? Mansour, il faut dire la vérité, hein, je suis un peu dubitatif compte tenu des résultats des deux équipes en phase de groupe. Parce qu'il faut dire que la Tunisie, qui était sur laquelle moi j'étais quasiment sûr du résultat qui finirait en tête, parce que il faut savoir que la Tunisie s'est qualifiée pour la Coupe du Monde avec 0 défaite. Et on l'a même accusé d'être dans une poule où il n'y avait que des pieds plats, comme on aime souvent dire chez nous en Afrique, des pieds plats. Et le Mali, c'est la première fois dans la CAN que le Mali se qualifie pour un second tour avec 3 résultats nuls. Ils ont fait match nul contre les Comores, ils ont fait match nul contre le Maroc, ils ont fait le dernier match contre la Zambie. Et je pense que et quand on regarde le discours de Tom, il n'est pas content de son équipe. On sent que le message qu'il a passé à ses joueurs, c'est que il n'a pas, même j'ai vu une séquence sur Canal où Mansour, une soirée où Mansour était consultant, et où il a dit à ses joueurs, l'essentiel c'est de passer au deuxième tour. On sentait dans son message qu'il voulait demander à ses joueurs que ce n'est pas suffisant, parce que le Mali a été conquérant même pendant les phases de groupe de la Coupe du Monde, mais ils sont on est un peu compliqué en ce moment. Mais je pense que pour moi, le match de demain, c'est un match qui va être c'est un match qui va être très, très important pour les deux équipes. Mais moi, je pense que l'équipe tunisienne que moi j'ai vue contre le Brésil, elle a beaucoup de chance. Si la Tunisie joue comme elle a dit contre le Brésil, le Mali a moins de chance. Parce que ça, c'est un bon truc. Et je pose la question à Manon et à Khadim. Est-ce que justement la Tunisie, c'est pas une équipe un petit peu, elle n'est jamais prévisible, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle s'adapte au niveau de l'adversaire. On a vu une très bonne équipe de Tunisie contre le Brésil, et pourtant on n'a pas vu une grande Tunisie que ce soit contre la Tanzanie. Est-ce que c'est pas ça un des problèmes? Oui, moi je pense que c'est ce que j'avais envie de dire, parce que quand vous regardez la Tunisie dans cette compétition, ou bien au-delà de la compétition, c'est comme si c'est une équipe qui s'adapte à l'adversaire. La Tunisie, quand elle a un adversaire aujourd'hui qui laisse beaucoup d'espace ou bien qui a un certain niveau, vous le voyez, vous regardez, vous sentez que le niveau de jeu de la Tunisie a un peu évolué. Mais dans cette Coupe d'Afrique des Nations, on sent de moins en moins que peut-être, moi parfois je me dis, peut-être c'est dû aux réalités aussi de la CAN qui font que la Tunisie n'arrive pas à exploser, la Tunisie n'arrive pas à montrer quelque chose d'exceptionnel dans le jeu. Mais quand la Tunisie joue avec le Brésil, quand ils ont joué contre le Brésil, moi-même j'ai été waouh, je me suis dit waouh, mais cette équipe de la Tunisie, cette année sera la bonne. La Tunisie, c'est cette équipe-là, comme l'a dit le confrère, qui quasiment ne manque pas de CAN. Depuis très longtemps, elle est constante à la CAN. Mais à chaque fois, c'est 8e, maximum quart, après il repart. Donc c'est compliqué. Et moi, je pense que d'une part, j'ai envie de dire que c'est une équipe peut-être qui, jusqu'à présent, manque de repères dans cette CAN-là, parce que la Tunisie montre mieux quand elle joue avec des équipes européennes que quand elle joue avec des équipes africaines. Et dans cette CAN, comme toujours, la CAN se joue sur les équipes africaines, donc forcément. C'est ça, oui.
La CAN se joue toujours avec des équipes africaines très solides. Par exemple, demain, le Mali, regarde, le Mali, depuis qu'ils ont commencé, ils ont fait quoi? Des matchs nuls, ce qui montre encore une fois les qualités défensives de cette équipe-là. Ça va être trop serré, il n'y aura pas d'espace. Et vous allez voir une Tunisie, peut-être qu'il ne va pas jouer parce qu'il n'y aura pas trop d'espace. Ce qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est peut-être chercher des coups francs, des coups de pied arrêtés, et après peut-être surprendre le Mali. Mais sinon, je ne vois pas une Tunisie qui sera flamboyante dans le jeu et entreprendre d'autres choses qui pourraient peut-être nous surprendre. La seule surprise que moi j'ai eue depuis le début de cette compétition aussi, c'est le Mali. Le Mali semble avoir perdu ses atouts offensifs. C'était une équipe qu'on voyait tout le temps, une équipe très entreprenante devant, mais depuis l'arrivée des Tombes, c'est comme si l'équipe a privilégié le sentier de la défense que l'attaque. L'équipe du Mali est très solide derrière, mais malheureusement, offensivement, elle ne produit quasiment rien. Donc, je pense, comme l'a dit le confrère, que ce sera un match très serré et ça risque de finir par les tirs au but et après, celui qui aura plus de sens va remporter la partie. Alors, Khadim, quelle est ta vision sur cette affiche-là qui va opposer les Aigles du Mali et les Aigles de Carthage? Bon, écoutez, depuis le début de la CAN, je pense que le constat a été unanime parce que les grosses équipes ont répondu présent. Déjà, les têtes d'affiche ont terminé premier, chacun dans leur groupe. Et même les équipes qui étaient dans le chapeau 2, ils ont respectivement terminé deuxième dans le classement. Donc, je pense qu'actuellement, on ne peut pas parler de surprise. Maintenant, pour revenir à la question concernant l'affiche qui va opposer le Mali et la Tunisie. Bon, déjà, tout à l'heure, j'ai entendu un confrère faire une petite comparaison entre la Tunisie qui joue face aux grosses équipes à l'instar du Brésil et la Tunisie qui joue par exemple avec certaines nations africaines. Lorsqu'il faut faire la dichotomie des choses, c'est un peu différent parce que déjà les dispositifs tactiques que le coach va mettre en place ne seront pas les mêmes. La Tunisie qui va par exemple affronter le Brésil fera certainement un bloc bas et exploiter les demi-espaces pour bien exploiter les contre-attaques. Ce sera très différent, par exemple, quand ils vont affronter une nation africaine et de surcroît une nation qui, en tout cas, ils ont disons, les moyens pour les titiller dans le rectangle vert. Et je pense que ce sera le cas contre le Mali. Ce sera un match à disputer parce que si on regarde les deux équipes, le Mali, ils ont terminé deuxième avec trois matchs nuls. La Tunisie, ils ont terminé deuxième avec une victoire, une défaite et un match nul, si je ne me trompe pas. Donc, ce sera un match à disputer. Après, il faut souligner que le Mali, la Tunisie n'a jamais battu le Mali en phase finale de CAN. C'est-à-dire, ça n'a jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé plutôt. Donc, déjà, est-ce que ce sera une première ou pas? Mais en tout cas, ce qu'on a vu, moi j'ai vu un Mali vraiment très timoré dans le jeu. Vraiment, ça laisse à désirer dans le contenu, vraiment avec ce que j'ai pour mes amis maliens. C'est très familier comme contenu. Après, est-ce que ça suffirait pour contrer cette équipe tunisienne? C'est la grande interrogation parce que même cette équipe tunisienne aussi, elle n'a pas beaucoup impressionné, en tout cas en qualité de jeu. Puis sur le plan individuel, on n'a pas vu en tout cas des joueurs se détacher comme par exemple on attendait un certain Hannibal à ce qu'il porte l'équipe, mais jusqu'à présent disons que c'est le néant total. Après, si je devais mettre une petite pièce sur cette affiche, très sincèrement, je vois la Tunisie passer, peut-être après en prolongation ou au tir au but, mais en tout cas, ce sera un match très, très, très intéressant. Alors, Drissa, comment est un petit peu, on va dire, l'état d'esprit au niveau des supporters? Comment est-ce qu'ils voient ce match? Est-ce qu'ils sont confiants? Parce qu'on rappelle, le Mali, sur cette phase de groupe, c'est 3 matchs nuls. Tu passes deuxième du groupe, mais avec que 3 points, il n'y a pas encore de victoire. Qu'est-ce qui se dit un petit peu?
Bon, en tout cas, c'est de l'avis du supporter malien, si tu les écoutes, c'est que c'est terminé, quoi. C'est que la compétition elle est terminée avec cette affiche face à la Tunisie parce que, entre guillemets, en phase de poule, ils n'ont rien vu, en fait. C'est que c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. C'est qu'on a vu du pire et lors des dernières minutes face à la Zambie et du pire face au Comores, alors que face au Maroc, c'est vrai, le match il a été difficile au début, mais c'est qu'en seconde période, c'est qu'ils ont monté un peu le curseur et ils sont montés un peu en régime et ils ont pu apporter l'impact physique et dominer le Maroc au milieu du terrain et ensuite se procurer certaines quand même, situations jusqu'à arriver à égaliser le but. Maintenant, par rapport au match nul, là, je voulais juste apporter une petite précision, c'est que ça va être la troisième fois comme ça dans l'histoire du Mali. Hein. C'est qu'en 72, la première finale que le pays joue, c'est que c'est 3 matchs nuls en phase de poule directe en demi-finale. Il gagne là-bas également en prolongation et ensuite on perd en finale face au Congo. Et en 2015, on avait eu également ce fameux tirage au sort où à l'issue des 3 matchs nuls consécutifs où on n'est pas passé, c'est finalement la Guinée qui est finalement passée où on a été éliminé. Maintenant, aujourd'hui, pour répondre clairement à ta question, c'est que si tu demandes le supporter malien ce qu'il pense de son équipe, il va dire que c'est terminé, c'est que face à la Tunisie, elle ne va pas passer parce que en phase de finale, quasiment on n'a rien vu. Parce que d'habitude, comme les autres ont souligné, on était habitué à voir le Mali jouer au football, procurer, faire plaisir à ses supporters en créant énormément d'occasions, même s'il la rate également. Mais en tout cas, on marquait on marquait quand même des buts. Mais c'est ça qu'on ne parvient pas à faire. Maintenant, je pense que dès le départ, le coach nous a dit, lui, il est venu avec une conviction de résultat. C'est pourquoi il calcule à chaque fois d'ailleurs ses résultats en fonction des différents entraîneurs que le Mali a eu, que ce soit Eric Schell, Makasuba ou encore Alain Giresse et Eric Carteron. Mais en tout cas, eux quand même, bon, peut-être l'exception peut arriver avec Arik Asberzak avec les 3 matchs nuls de 2015. Sinon, les autres quand même ont quand même montré quelque chose en phase finale de CAN récemment. Parce que depuis Makasuba a pris cette génération en 2019, quasiment on était arrivé quand même à procurer du jeu, à faire du jeu, à se créer des occasions, même si on manquait d'efficacité et on était flexible l'axis derrière. Mais en tout cas, on n'avait jamais vu une équipe du Mali comme ça ces dernières années. Maintenant, c'est pourquoi aujourd'hui, franchement, au Mali, sur les réseaux sociaux, dans la presse, personne n'en a confiance à cette équipe. Maintenant, il y a quand même des exemples qui sont pris de part et d'autre sur, par exemple, des équipes comme la Grèce en 2004 ou soit même l'Italie par le passé. Donc, des trucs comme ça, bon, ça c'est pour un peu motiver les gens. Je pense que c'est ce que le coach même a d'ailleurs partagé sur sa page Facebook avant-hier, ce qui a été également largement relayé. Mais on attend beaucoup plus de joueurs parce qu'on sait qu'au milieu de terrain, on en a des éléments. Au milieu de la défense, on est quand même privé de certains joueurs. Mais je pense que ceux qui sont là peuvent également apporter certaines choses. Maintenant, en attaque, c'est qu'on perd Gaussou Diarra. C'est vrai, il n'a pas beaucoup joué, mais il a été décisif en certains matchs. Mais on a un petit Gaussou Diakité qui est le meilleur buteur même de l'équipe, de l'effectif. Mais depuis le début de la compétition, même 1 minute, il n'a pas eu. Alors qu'il a plus marqué que Lassine Senego, il a plus de buts qu'El Bilal Touré, il a plus de buts que Mamadou Camara, il a plus de buts également que tous nos attaquants qui sont à la CAN. Donc, c'est ce qu'on ne parvient pas également à comprendre. Parfois, dans certains choix de Tom Saint-Denis, par exemple, face au Maroc, on a bien Mamadou Doumbia qui excelle et qui est vraiment exprimé dans la presse par quasiment tout le monde. Mais le match qui suit, face au Comores, il le met sur le banc en faisant jouer un garçon comme Ibissouma qui n'est pas en jambes, qui n'a quasiment rien joué. Donc, ce sont ces choix comme ça là, que nous, au niveau de la presse, on ne comprend pas. Mais on se dit peut-être que c'est un coach calculateur et peut-être il attend les bons moments pour faire aligner les meilleurs éléments ensemble et passer au prochain tour. Sur ton micro. Je te disais ça, c'était un peu le topo de ce Mali-Tunisie. Idrissa, je sais que tu es un peu pris, tu ne pouvais pas rester longtemps avec nous, tu m'avais prévenu. Donc, si jamais tu dois aller, en tout cas, merci beaucoup. Et merci. Puis, bon courage pour demain parce que ça ne va pas être un match facile. Je voulais seulement dire à Malam et à Jackie, ce que vous avez peur là, ça va se faire.
Rendez-vous à Tanger. On va se croire, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Drissa. Monsieur, on va continuer. James, il y a un match aussi qui sera attendu, c'est pas demain, c'est samedi, c'est le pays hôte, hein, c'est le Maroc qui sera face à la Tanzanie. Le Maroc qui a fait, on va dire, j'ai l'impression un petit peu monter en puissance, qui a gagné un match contre les Comores sans forcément convaincre. Ensuite, il y a eu ce match nul contre le Mali qui a un peu mis les doutes. Et puis finalement, après, il y a ce troisième match où on les a sentis beaucoup plus libérés. Ils ont commencé à vraiment plus jouer, à être plus libérés. Comment est-ce que tu vois ce match contre la Tanzanie? Personnellement, moi, j'ai l'impression que ce sera une formalité. Ils vont passer et puis après, ils iront en quart de finale contre l'Afrique du Sud ou le Cameroun. Et là, ce sera peut-être un autre style. Non, mais ça sera pas facile, hein, Mansour. Je pense que j'ai regardé parmi ces 3 matchs du pays organisateur, j'ai regardé des bribes, hein, pas des matchs à l'entier. J'ai regardé des morceaux et la première impression que j'ai eue, c'est qu'ils sont un tout petit peu favorisés par l'arbitrage. Ça, c'est la première impression. Et ça saute clairement aux yeux. Surtout au premier match, on a vu des pénaltys tirés par les cheveux, tout ça, pour essayer de donner un petit avantage au pays organisateur. Mais je pense que contre la Tanzanie, ça bon, on entame les matchs coupérés, hein, les matchs coupérés, tout peut arriver. Il suffit d'un fait de jeu, il suffit d'une balle arrêtée ou d'une erreur d'arbitrage, comme il y en a toujours, pour que la sentence soit tirée, quoi. Balle au pied, je dirais que pour moi, je pense que la Tanzanie peut faire mouche, balle au pied, parce que premièrement, la pression ne sera pas du tout dans les camps des Tanzaniens, pas du tout. La pression sera dans les camps des Marocains. Surtout si les 15 premières minutes, c'est pas sans qu'il y ait une domination nette et un but peut-être de Marocains. Après les 15 premières minutes, je pense que les Tanzaniens vont répondre. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un niveau d'écart entre les joueurs du Maroc et les joueurs de la Tanzanie? La Tanzanie, on l'a vu en phase de groupe, c'est pas fou non plus quand même. Là, j'ai bien précisé on a entamé les matchs coupérés. C'est vrai. Dans les matchs coupérés, il y a toujours des surprises, il y a toujours des faits de jeu qui peuvent faire basculer toute une rencontre. Il peut y avoir un carton rouge qui tombe du ciel comme ça et qui déstabilise totalement. Il peut y avoir des joueurs qui se blessent comme ça et qui laissent leur équipe avec une petite défense technique. Donc, il faut tenir compte de ça dans les matchs coupérés. Dans le match coupéré, souvent, les petites équipes se disent, là, on est déjà arrivé. On est arrivé au deuxième tour. En tout cas, c'est déjà bien pour nous. Et les petites équipes se lâchent dans le match coupéré. Et c'est là où les dangers arrivent. C'est comme ça que j'ai dit. Il y a, comme tu as dit, il y a vraiment un écart de jeu entre les deux nations. Surtout, il y a, du côté du Maroc, il y a des stars, hein, on va pas les citer ici, mais du côté de la Tanzanie, ce sont des illustres inconnus et qui peuvent aussi vouloir faire leur nom sur ces matchs. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Tu sais, on a couvert des matchs à travers le monde et il y a tant de surprises, hein, que les exemples sont légion. Pour ces matchs, Maroc-Tanzanie, moi, je dis que les 15 premières minutes vont être très, très déterminantes pour le Maroc. Il faut suivre aussi l'arbitrage. Hein. Il faut suivre l'arbitrage parce que je pense que la note à donner aux arbitres dans cette CAN, vraiment, la note n'est pas du tout. L'arbitrage n'est pas au niveau. On a notamment vu lors de la deuxième journée avec beaucoup de faits de jeu. C'est bizarre. Mais Richard, je te voyais sourire sur l'intervention de James. Tu es plutôt d'accord avec lui ou pas du tout? Personnellement, moi, je pense que c'est le match pour lequel il n'y a quasiment pas de surprise. Le Maroc, je dirais pas, va rouler sur la Tanzanie, mais ils vont gagner. Et après, c'est comme mon avis, hein, et passer à autre chose.
Non, j'ai ri parce que James a parlé d'un point que je voulais aussi aborder, l'arbitrage. Parce que je suis le premier, j'ai toujours été quelqu'un, au Maroc, on m'appelle des referees. Parce que j'ai toujours été celui qui vient dire que le Maroc reçoit généralement un arbitrage à domicile. C'est vrai que même on parle de ça, quand on regarde le fait de jeu Maroc-Mali, je crois que si le Maroc avait été un peu malchanceux, on aurait donné un ou deux pénaltys c'est justement sur un pénalty que le Mali égalise. Mais je veux dire que sur le Maroc et la Tanzanie ont une histoire, hein. Même depuis 2010 qu'ils jouent, qu'ils ont des confrontations. Le Maroc et la Tanzanie, il n'y a que, il y a que en- il y a qu'une seule victoire des Tanzaniens face aux Marocains. Ça, c'était, ça, c'était euh, pendant une édition des éliminatoires de la Coupe du Monde en 2013. Donc, pour la Coupe du Monde de 2014. Où la Tanzanie avait gagné 3. Et depuis là, la Tanzanie a toujours été battue par le Maroc. Parce que même le Maroc a gagné la Tanzanie à domicile 2 fois. Donc, c'est pour dire que moi, c'est pas une photo de guerre, la Tanzanie. Je crois qu'il faut être pragmatique. Il faut être sérieux. Aujourd'hui, l'avantage est clairement, même sans l'intervention de l'arbitre, l'avantage est clairement donné au Maroc, qui, s'il se qualifie, aura aussi une confrontation compliquée. Hein. On y va, tu sais quoi, on prend juste l'avis de Malang et Khadim, après on revient sur ce deuxième match. Malang, et toi. Oui, je pense que je vais emboîter les pas de Richard par rapport à ce qu'il a dit. Si vous regardez sur le papier l'historique de ces deux équipes, le Maroc par favori, le Maroc qui reçoit à domicile avec le public et aussi ce petit coup de main des arbitres qu'on a tendance à voir depuis le début de la compétition. Moi, je n'attends pas de surprise, j'attends pas vraiment de surprise dans ce match-là, même si, comme l'a dit aussi le premier intervenant, dans des matchs couperets, il peut y avoir des surprises, des faits de jeu qu'il faut basculer. Moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Les 15 premières minutes vont être très déterminantes dans ce match-là. Si la Tanzanie tient tête au Maroc pendant une vingtaine de minutes et que le Maroc ne marque pas, vous allez voir que la pression va changer de camp parce qu'après, les Marocains, ils ne peuvent pas continuer à patienter. Ils vont commencer peut-être à mettre cette pression-là sur l'équipe. Et peut-être cette pression-là sera le facteur qui va faire basculer le match. Parce que les joueurs de la Tanzanie, ils n'ont quasiment rien à prouver devant ces joueurs-là. C'est les personnes qui vont venir, qui vont jouer librement free. Ils n'auront pas de pression. La seule chose qu'ils auront peut-être en tête, c'est peut-être inscrire leur nom sur des pages d'histoire. Et quand une équipe joue comme ça, c'est là où elle peut être très dangereuse, surtout quand il y a un fait de match, un fait de jeu peut-être qui sera là, qui sera l'élément déclencheur. Mais sinon, sur le papier, si vous regardez les qualités des deux équipes, le Maroc est quasiment devant. Mais attention, encore une fois, c'est des matchs couperés. Et quand tu organises une Coupe d'Afrique à domicile, tu joues avec une équipe tanzanienne qui est comme ça, composée quasiment de joueurs locaux, ils vont venir pour inscrire leur nom sur une page d'histoire, ils vont jouer librement, ils vont jouer free. Et toi, si tu ne marques pas lors des 20 premières minutes, tu risques quand même de subir une pression énorme. Au lieu que le public qui est venu te supporter soit une certaine motivation, ça va être contre toi encore une fois. C'est quasiment ce qui a failli arriver en Côte d'Ivoire quand la Côte d'Ivoire joue contre le Sénégal. Malheureusement, le Sénégal après a pêché dans ses choix. Après, la Côte d'Ivoire a renversé la tendance. Mais nous qui étions dans le stade, on a senti carrément que quand le Sénégal a marqué, c'était une pression énorme qui se battait sur les joueurs de la Côte d'Ivoire. Donc, des pareilles situations peuvent amener à une équipe, quelles que soient les qualités de l'équipe, que l'équipe puisse passer à côté de ce match. Mais sinon, comme je l'ai dit tout le temps, je pense que le Maroc part très largement favori devant la Tanzanie. Alors, Khadim, est-ce que tu nous entends? On va passer au match suivant.
que Richard attend avec impatience, c'est le Cameroun contre l'Afrique du Sud. Est-ce que tu nous entends, Khadim, ou pas? Parce que ton micro, il est coupé. Sinon, en attendant que tu reviennes, on va passer à d'autres. Mais voilà, ce match Afrique. Ah là, super. Quel est ton regard et ton ressenti sur ce match-là? Parce que le vainqueur de ce match-là va potentiellement affronter le Maroc. Alors, Cameroun, Afrique du Sud. Bon, Cameroun, Afrique du Sud, comme je l'ai dit, bon, c'est les Bafana. Moi, je pense que si on parle de contenu dans ce début, en tout cas dans les 3 premières journées, moi, j'ai pas vu une équipe qui m'a le plus impressionné que l'Afrique du Sud l'a fait. Vraiment, dans le contenu, c'est vraiment impressionnant. Le seul bémol, on peut dire que c'est le plan individuel. Ils n'ont pas, en tout cas, des joueurs qui, à chaque fois quand c'est compliqué, qui ont cette capacité à faire la différence, comme par exemple l'Égypte avec Mohamed Salah, comme le Sénégal avec Sadio Mané, pour ne citer que cela. Moi, je vais plutôt partir pour les Bafana, pour la simple et bonne raison que le Cameroun, certes, dans le contenu, c'est relativement bon, mais quand il s'agit de la finition, je pense que c'est un peu famélique, ça laisse vraiment à désirer leur attaquant là. Tafoné, je pense qu'il s'appelle comme ça. C'est pas trop ça. L'autre Eta Eyong. Il s'appelle comment? Karl Eta Eyong. Eta Eyong, bon, lui déjà, c'est lui qui joue à Levante, je pense. C'est lui, non? Exactement. C'est ça. Voilà. Oui, lui, c'est un très bon attaquant, sauf qu'il ne débute pas. Je ne comprends pas pourquoi. En tout cas, dans la finition, ça laisse vraiment à désirer. Donc, pour ce match, vraiment, pour cette rencontre, moi, je vois les Bafana s'en sortir. Alors, James, avant de prendre ma langue puis Richard, Khadim vient de dire que lui, il n'a pas forcément confiance en cette attaque camerounaise, même s'il a vu de bonnes choses. Toi, comment tu vois plus cette opposition? On a l'impression que c'est plus une opposition de style entre les Sud-Africains. On connaît un petit peu ce qu'ils font. C'est un jeu d'équipe, beaucoup de joueurs locaux. Et ce Cameroun New Look, que personnellement, moi, je te dis, je n'attendais pas à pareil fait. Pour moi, leur CAN est déjà réussi. Et maintenant, justement, ils sont beaucoup plus dangereux parce qu'ils n'ont rien à perdre. En tout cas, c'est mon ressenti. Exactement. J'épouse totalement ton point de vue. Le Cameroun est un tout petit peu dans les cas de la Côte d'Ivoire. Alors, pendant sa CAN, la Côte d'Ivoire que l'on prenait déjà pour éliminer presque morte et qui était revenue à la vie après être aidé un tout petit peu par le Maroc. C'est un peu ça, présentement, les cas du Cameroun. Le Cameroun qui était dans les barrages, zone Afrique, avec la RDC, les Nigériens et les Gabon, les Cameroun qui a été sorti par la RDC. Il y a eu pratiquement une crise au niveau du football camerounais. Ils se sont un tout petit peu remis dans l'ordre, et puis Samuel Eto'o a tapé du poing sur la table, il a un tout petit peu mis de l'ordre, et en tout cas tout le monde pensait que cette CAN sera catastrophique pour les Camerounais. Même les Camerounais eux-mêmes ne croyaient pas du tout à 100% à leur équipe, et du coup on voit un tout petit peu un Cameroun presque imbattable, avec moi les joueurs qui m'ont impressionné un tout petit peu là-bas, c'est celui de Naples là, je crois Baleba, ou c'est quoi, ça doit être Baleba, qui essaie un tout petit peu Baleba exactement, qui essaie un peu d'animer les jeux au milieu de terrain. Et voilà un Cameroun qui ils ont un terme là en camerounais, c'est l'emblé, c'est l'emblé là. L'emblé. Voilà, c'est juste le fighting spirit, pratiquement, c'est le fighting spirit, et on sent que le fighting spirit des Camerounais est vraiment mis en branle. Et ils sont pas terribles, mais c'est juste la CAN, l'esprit de CAN qui revient, et ça sera peut-être difficile pour les Sud-Africains de battre les Camerounais, mais les Sud-Africains ont les jeux.
ont les jeux, ils ont le football. Si ils mettent en pratique leur football calme, avec des petites passes, et un peu à la brésilienne, hein. S'ils mettent en place leur football, je pense qu'ils peuvent venir à bout des Camerounais, mais ça sera difficile. C'est un match qui vaut la peine d'être suivi. Et je pense que il faut faire très attention aux MLE des Camerounais là, parce qu'il y a pas de foot, hein, surtout il n'y a pas de finition, c'est un peu brillant, mais ils ont leur fighting spirit est vraiment réveillé. Alors, Mariam, toi qui étais à la CAN au Cameroun, et puis un petit moment aussi qui a cette équipe du Cameroun, qu'est-ce que tu penses de cette opposition entre Cameroun et Afrique du Sud? Oui, je pense que notre ami de la RDC vient de le dire, ce Cameroun-là nous impressionne sur son côté mental et son côté engagement. Quand vous regardez l'équipe, moi je pense que c'est l'une des choses qui permettent à ce Cameroun-là aujourd'hui de survivre. Parce que quand le Cameroun, quand l'équipe venait à la Coupe d'Afrique avec tous les bruits autour de cette équipe-là, on a vu au Cameroun où les joueurs montrent qu'ils ont envie de jouer. Voilà moi pourquoi j'aime cette équipe-là. Ils nous montrent qu'ils ont envie de jouer. Moi, c'est à l'image, comme l'a dit l'autre, de la Côte d'Ivoire de 2023. La Côte d'Ivoire qui fait une mauvaise entrée. Et après, entre-temps, il y a l'engagement qui est là. Chaque jour se donne à fond pour jouer. Même si dans le jeu, c'est décousu, la construction n'est pas là. Mais au moins, chacun fait le match qu'il doit faire. C'est-à-dire, chacun se dit, ce match-là, c'est moi qui dois faire quelque chose. Et ce collectif que le Cameroun est en train de construire, dans l'engagement, ils sont très généreux dans les efforts, côté défensif et tout. Pour moi, c'est ce qui peut aujourd'hui faire l'affaire dans cette compétition-là. Parce qu'à un certain moment aussi, la CAN, c'est ça. La CAN, il faut être très solide et être efficace devant. Et le Cameroun, c'est comme ça. Ils ne produisent pas beaucoup d'occasions, mais au moins, ils ont ce malin plaisir, dès qu'ils ont une occasion, de faire entrer l'occasion et de revenir construire cette solidité autour de l'équipe, au niveau de la défense, au niveau du milieu de terrain. Au moins, on voit des joueurs très engagés. C'est pourquoi, pour moi, ça sera un match très serré. Mais attention aussi, de l'autre côté, comme l'a dit Khadim, les Sud-Africains, ils nous ont montré un jeu très plaisant, un jeu vraiment très direct. Et le seul souci, peut-être comme ils l'ont dit, ce manque d'expérience-là, mais aussi le porteur de l'équipe. C'est ce qu'il manque. Et quand tu as au Cameroun comme ça, où il y a beaucoup de joueurs un peu, pour moi, lourds, et que tu as une équipe de Bafana Bafana qui ont toujours ce petit jeu de balle, ça risque de surprendre les Camerounais. Mais pour moi, ça sera très serré, parce que aussi le Cameroun, c'est l'expérience en question, et ils vont pas peut-être permettre à l'équipe sud-africaine de mettre en place son petit jeu triangulaire qui va peut-être essayer de déstabiliser autre petit politique. Et on verra ce que les résultats vont nous montrer. Mais ça sera un match très difficile, un match très serré. Et celui qui sera plus efficace va gagner la suite de la partie. Donc, Richard, je sais que tu as écouté avec attention, religieusement même, j'ai envie de dire, tout ce qui vient d'être dit sur ce match entre Cameroun et Afrique du Sud. Quel est ton regard, toi, sur cette opposition de dimanche? Bonsoir. Je vois que il y a tous nos collègues voient. Bon, le Cameroun, pour nous, hein, même nous, notre collègue Katamba l'a dit que même les Camerounais ne voyaient pas le Cameroun à ce niveau. Et il a totalement raison. Parce que il faut savoir que le Cameroun, avant la CAN, était divisé en deux. Il y avait des gens qui aimaient l'équipe nationale, qui supportaient le sélectionneur belge, et il y avait qui ne supportaient pas le sélectionneur belge, qui était du côté de la fédération. Et aujourd'hui, après l'élection, la tendance a été inversée. Déjà, David Pagou est une surprise pour tout le monde. Parce que David Pagou était là. Personne ne savait que David Pagou, parce que David Pagou était adjoint numéro 2 de Marc Brice dans la hiérarchie des nominations. Et personne ne savait qu'en fait, il était venu dans la tanière pour préparer la CAN.
Je ne veux pas vous dire ici que j'étais dans les secrets de Dieu, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui se préparait, en ce sens que David Pagou participait à la liste, mais n'avait pas de nom. Et aujourd'hui, on se rend vraiment compte du travail parce que si vous regardez bien la liste des joueurs actuels, la majorité ont été appelés. Il n'y a que 3 ou 4 joueurs qui n'étaient pas appelés par le Belge et qu'il a fait venir. Et donc, on se rend compte que aujourd'hui, il y a une homogénéité dans cette équipe. Et David Pagou, quand on l'écoute en conférence de presse, il le dit toujours que les places seront chères. Regardez bien, Christopher Ward, titulaire avec Mavericks, n'est pas titulaire actuellement avec David Pagou parce qu'il lui préfère un joueur du Mouloudia d'Alger qui s'appelle Chindo. Donc, aujourd'hui, les cartes sont rebattues de telle sorte que je vais vous faire une petite confidence. Là, les Camerounais s'entraînent comme ils jouent. Ils s'entraînent comme ils jouent. Ça veut dire quoi? David Pagou, chaque séance d'entraînement, il y a une séance de 90 minutes. Un match de 90 minutes entre les titulaires et les remplaçants. Et c'est au bout des 90 minutes que David Pagou sort sa liste pour le match. Si vous vous souvenez, si vous regardez bien le classement, vous verrez que au départ, ce n'était pas la paire Chindo et Nyamsi, Koto qui devait jouer. On savait plutôt que c'était Wo et je ne sais plus qui, mais les 2 joueurs qui ont joué contre le Gabon, les 2 défenseurs, c'est la veille du match que tout s'est décidé. Et donc, c'est pour dire que un coach qui est pragmatique, il est difficile. Et en plus, il faut aussi apprécier le travail de préparateur physique des Lions. Parce que si vous remarquez, les Lions, c'est pratiquement les seuls qui n'ont pas de joueurs avec les bobos. Richard, oui. Parlons du match. Oui, je parle du match. Non, là, on s'éloigne. Je vais partir de tout ça pour dire. Non, reste dans le match, on n'a pas beaucoup de temps. Ok, d'accord. Je parle du match. Vous savez que les confrontations Afrique du Sud, Cameroun, ce sont des confrontations qui, en général, se terminent soit par un match nul, soit par une victoire de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, depuis 1996, a toujours posé beaucoup de problèmes à l'équipe nationale camerounaise, surtout en terre sud-africaine. Et le Cameroun même n'a même pas de chance sur la terre sud-africaine, parce que regardez, même la Namibie, en éliminatoire de la Coupe du Monde, nous a tenu tête avec un match nul. Donc pour moi, je pense que le match de l'Afrique du Sud et du Cameroun, la seule chance que le Cameroun a, c'est que elle connaît très bien le système de jeu de Hugo Bross, parce que le cerveau de Hugo Bross à la CAN 2017 s'appelle Alexandre Bellinga, qui lui était l'adjoint de Hugo Bross en 2017. Et il connaît très très bien le style de jeu de Hugo Bross. C'est pour ça que moi j'ai un peu espoir que le Cameroun peut tenir tête à la Coupe. Mais je pense que ce sera un match absolument disputé. Voilà, merci beaucoup. On passe aux affiches de lundi du coup. Il y a une équipe qui a fait forte impression. 3 matchs, 3 victoires, c'est le Nigeria. James, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Nigeria et comment tu vois ce match contre le Mozambique? Bon, il y a quelques jours, avant les débuts de la CAN, le Nigeria a été débarqué des barrages zone Afrique pour la Coupe du Monde. Vraiment, je l'avoue ici que c'est un autre visage du Nigeria que je suis en train de voir dans cette CAN. Je me demande comment on a pu éliminer ces Super Eagles de ces barrages, mais c'est vraiment un tout autre visage. Et je suis séduit par le football proposé par les Nigérians, mis à part les comment dire
les bizarreries de leur gars là. C'est qui la star comment il s'appelle encore? Osimhen? C'est Osimhen, voilà. Mis à part les bizarreries d'Osimhen, mais je suis fortement séduit par le football proposé par les Nigérians à cette CAN. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Le déclic, c'est cette élimination qui a poussé les Nigérians à se surmotiver ainsi. Mais sinon, je pense que ils proposent du beau football. Leur adversaire, c'est qui encore pour le 8e? Le Mozambique. Pardon? Mozambique. Là, rien à faire. Je pense pas que les Mozambicains pourront tenir. Je pense que pour moi, à ce niveau, c'est les seuls 8e de finale très, très déséquilibrés, faut le dire. Et, je pense que les sapeurs Hugo sont partis. Vous savez, en football, moi, j'ai tiens compte de ça. Il y a toujours les favoris sur papier. Il y a toujours des favoris sur papier au football. Cette notion-là, je l'ai apprise depuis des années. Il y a toujours des favoris sur papier que tous les journalistes, que tous les analystes pointent comme ça d'emblée. Là, je me permets de le dire, sur papier, il n'y a pas match. Le Nigeria est parti pour cette explication. Mais attention, toujours des pincettes. Attention aux Mozambicains qui peuvent se dire, en tout cas, on nous attendait pas à ce niveau à Maputo, c'est la fête, parce que j'ai déjà été à Maputo, je sais que et la fête, c'est du lundi au lundi. Là-bas, la fête, c'est tous les jours, la bière coule à flot. Donc, je pense que là-bas, ils sont déjà en fait. Et c'est qui peut surmotiver aussi les footballeurs et arriver peut-être à un exploit. Si le Mozambique s'est qualifié là, on peut parler d'un exploit. Mais sinon, je pense que les Nigérians sont bien partis. Non, James, je veux juste te relancer. Attention au Nigeria. Le Nigeria est continué. Souvenez-vous à la CAN 2021 au Cameroun, le Nigeria a fait 3 matchs par victoire. Mais a été éliminé au 8e de finale. Donc, et moi je dis, cette équipe mozambicaine, il faut faire très attention à elle, parce qu'on ne la voyait pas gagner. Regardez même bien la configuration du match Côte d'Ivoire-Mozambique. Ce n'était pas une rencontre facile pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a autant souffert même qu'elle a joué contre le Cameroun. Je vous dis que les 3 rencontres de la poule du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, c'est l'équipe qui a le plus peiné dans ces matchs. Regardez très bien, parce que les gens voient souvent le résultat, mais ils ne voient pas les configurations de jeu. Moi, je pense que le Mozambique peut créer une surprise, et vraiment une grosse surprise comme celle qu'elle a créée contre le Gabon, parce que personne ne voyait le Mozambique gagner le Gabon. Donc, moi, je pense qu'il faut faire très attention. Le Nigeria, c'est, pour moi, actuellement, c'est un géant au pied d'argile. Pour moi, à mon avis. Malang, attends, qu'est-ce que tu penses de cette opposition? Voilà. James estime que c'est l'opposition où il n'y aura sûrement pas photo. Attends, on va peut-être prendre Khadim juste avant qu'il parte, à moins qu'il doit partir parce que lui aussi devait partir. Mais parce qu'il a une émission ensuite. Mais sinon, vas-y, Malang, qu'est-ce que tu penses du coup? Parce que James dit attention. Non, pardon. Richard dit attention parce que le Nigeria s'était planté en 2021. James dit c'est l'opposition où il n'y a pas photo. Toi, tu te situes comment? Moi aussi, je pense qu'il n'y a pas photo, personnellement. Je pense qu'on est 3 alors dans cette analyse pensant que il n'y a pas photo, même si James l'a dit, ce Nigeria-là, c'est quand même du lourd, c'est vraiment du lourd. L'armada offensive du Nigeria, c'est quand même quelque chose que toute équipe dans cette compétition doit craindre parce que c'est une équipe qui joue et une équipe qui marque. Voilà, donc pour moi, ça sera un très grand exploit de voir Mozambique passer les prochains tours. Ça c'est, je vois pas. Personnellement, je vois pas. Toutefois aussi, il faut reconnaître que le football a ses réalités parfois. Le Nigeria a l'habitude de nous faire ces surprises comme ça. C'est pas seulement en 2021 qu'ils nous ont fait des trucs comme ça. Ils sortent carton plein plutôt. Après, voilà.
des matchs couperets. C'est comme c'est pas le même Nigeria que tu as suivi lors des poules. Ils ont l'habitude de nous faire des blagues comme ça, mais cette fois-ci, je pense pas. Parce que pour moi, l'élément qui motive plus, l'élément qui fait que cette équipe va aller au bout de cette compétition, c'est le fait d'avoir été injecté dès les qualifications, surtout les barrages de la Coupe du Monde. Personne n'attendait la RDC renverser ce Nigeria-là. Et aujourd'hui, le Nigeria, pour moi, leur orgueil a été touché. Et la seule chose peut-être pour un peu faire venir le peuple nigérien autour de cette équipe, c'est aller le plus loin possible dans cette compétition. Et je ne pense pas qu'ils vont encore commettre la même faute qu'ils ont commis lors de la CAN précédente. C'est pourquoi je trouve que le Nigeria, sans surprise, va battre le Mozambique. Mais après, on verra bien. Le Nigeria, c'est le Nigeria qui a toujours l'habitude de nous faire des blagues comme ça, cas complet. Après, voilà, notre prochain match, c'est comme si c'est pas le Nigeria. Alors, il y a aussi... Mansour, juste un petit... Vas-y, parfait. J'ajoute juste un petit truc. C'est vrai que les statistiques ont vraiment un avantage du coach du Nigeria parce que ça fait 7 matchs. Il n'a jamais été battu en 90 minutes. Et je pense que la tendance se penche beaucoup pour lui. Et je crois que ce sera vraiment un beau match. Je pense que Mozambique, Nigeria, ce sera un très très beau match. Parce que la majorité des joueurs mozambicains la majorité aussi joue dans le championnat espagnol. Si vous regardez bien leur jeu, les gars posent. Et si vous regardez même le premier but de Mozambique face au Cameroun, c'est une balle, c'est une deuxième balle qui arrive et le gars, sans surprise, il tire et le passe est battu. Donc, et il a tiré hors de la surface. Donc, moi, je pense que quand les Nigérians ont des profils avec des Osimhen, soyez sûrs, ils ont un 3-5-2 où leur force, c'est leur gardien qui est très fort dans les relances et qui sait vraiment, quand il envoie le ballon, c'est comme si quand il fait une relance, on a l'impression que c'était une relance avec le pied. Mais vraiment, c'est une équipe qui fait. Moi, je dis, vous allez voir, ce match peut arriver aux prolongations. Ah, écoute, ça mettrait du suspense en tout cas. Ensuite, il y a l'autre match de ce lundi, c'est Égypte-Bénin. L'Égypte qui a fini premier de son groupe devant l'Afrique du Sud. Le Bénin qui a fini troisième de son groupe avec une victoire et 2 défaites. Est-ce que là aussi, on n'a pas une opposition déséquilibrée sur le papier, James? Non. Là, je pense que c'est pas du tout déséquilibré. Pour moi, je vois même le Bénin passer. Pour moi, oui, je l'ai dit carrément. Je vois le Bénin passer parce que le Bénin, c'est presque un rescapé de la mort. Et le Bénin est assez pragmatique, je vais le dire. Mais pour le dernier match contre le Sénégal, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas compris. Et même le Sénégal diminué, le Bénin n'a pas su réagir. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Sûrement qu'il y a quelque chose, un petit déclic qui a eu dans leur système technique. Mais le Bénin, si ils appliquent leur football de la première rencontre de cette phase de groupe contre la RDC, s'ils appliquent leur football et s'ils jouent sans complexe contre l'Égypte, je vois les Bénin passer. Parce que cette Égypte ne m'a pas du tout convaincu. L'Égypte, cette Égypte de cette CAN, a ses bases sur ses stars. Sur ses stars. Mais El Mouche, je crois, c'est lui de City, il y a Salah. Marmouche Salah, ouais. Oui. Donc, c'est un peu ça. Si les coachs béninois, Gernard Hort, je crois, s'il arrive à mettre un système de jeu qui empêche la relation
Salah, Marmouche et leur milieu, son nom m'échappe, s'il arrive à couper cette courroie de transmission là, vraiment, si c'est base sur cette courroie de transmission et qui la coupe et que l'attaque égyptienne n'est pas alimentée, je pense que les Béninois peuvent tenir en échec l'Égypte, qui reste zen et surtout concentré sur leur football. Cette Égypte-là ne m'a pas du tout convaincu jusque-là. Moi, j'ai dit carrément que le Bénin peut surprendre ou peut sortir l'Égypte de cette CAN. Richard, je te vois serrer, du coup, je te donne la parole. Je suis bluffé par ah bon, vas-y, pourquoi? Parce que je pense que même si vous avez fait l'affaire des sociétés de Paris, hein, parce que c'est carrément si le Bénin arrivait à gagner, ce serait un exploit incroyable. Parce que pour moi, le Bénin, j'ai toujours pensé que le Bénin, c'est une force qui ne comprend pas qu'elle est forte, en fait. Parce que moi, je suis déjà allé au Bénin, je suis allé regarder les matchs dans des quartiers, mais je vous jure, il y a des talents incroyables au Bénin. Mais je ne comprends pas comment, dans un pays comme ça, avec autant de talents, ça n'arrive pas à se refléter au niveau des équipes nationales. Parce que pour que le Bénin même se qualifie déjà pour une CAN, c'est un exploit. Et rendez-vous compte, le Bénin a connu sa première victoire à une CAN cette année, en 2025, alors que c'est sa deuxième ou sa troisième participation à une CAN. Donc, c'est vraiment vous dire que moi, je pense que le Bénin a encore beaucoup de choses à prouver. Et je dis toujours, je vais vous dire, aujourd'hui, la force le Bénin n'a pas de force parce que même son sélectionneur est un sélectionneur de la vieille école. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, le niveau de l'entraînement n'est plus celui de Guénon Rore, même s'il fait des mises à jour, ce n'est plus ça. Et je connais beaucoup de techniciens au Bénin qui peuvent aider cette équipe et beaucoup de techniciens en Afrique. Parce que moi, je dis, aujourd'hui, cette équipe manque plus d'esprit, de jeu. Quand vous regardez les Béninois jouer, vous vous dites que c'est une bande de colliers qui se cherchent et qui au bonheur la chance peuvent arriver à un résultat. Mais pourtant, franchement, je vous dis la vérité, quand moi je vois le Bénin jouer, je me dis, mais qu'est-ce qu'il manque à cette équipe pour qu'elle puisse. C'est vrai, on avait pensé qu'en changeant de nom, de partir des équipes, au départ, on allait changer quelque chose. Mais franchement, on est resté dans l'esprit de l'écureuil. Je suis désolé. Je suis désolé, mon soeur. C'est pour moi, je pense qu'il faut qu'on soit clair. James, je vais aller contre le courant de ce que tu penses. Et on n'a pas de chance. On prend date et on reviendra après pour voir sur tous ces matchs-là. Égypte-Bénin. On prend date, mais maintenant, il va peut-être vous départager avant qu'on passe aux deux dernières affiches. Oui, c'est l'Égypte là. Pour moi, il y a pas vraiment opposition entre l'Égypte et le Bénin. Si on se réfère du contenu déjà du Bénin dans ces 3 premiers matchs, comme l'a dit le Bénin qui a participé à plusieurs reprises à la Coupe d'Afrique, qui vient d'avoir une première victoire dans une Coupe d'Afrique. Le Bénin qui a joué avec au Sénégal, tu regardes le Bénin là, je vois pas vraiment d'où va sortir la motivation. D'ailleurs, pour moi, je pense que il y a pas photo, tout simplement parce que quand vous regardez les sorties du coach, tu sens qu'il n'a plus envie. Celui qui devrait motiver les joueurs, c'est celui qui dit, je cite, que contre le Sénégal était le plus fort, donc il n'y avait rien à faire. Contre l'Égypte aussi, ce sera la même chose. Lui, il a dans sa tête que l'Égypte ou le Sénégal, c'est des grosses nations qui sont plus forts que le Bénin, et qui ne motivent pas les joueurs. Celui qui doit motiver les joueurs, c'est celui qui dit qu'on est faible, on peut rien faire contre eux. Et à partir de ce moment, d'où va sortir la motivation pour venir titiller l'Égypte?
Toutefois, je suis d'accord avec James. Quand vous regardez cette Égypte-là, c'est pas une équipe qui est trop solide dans le collectif. C'est une équipe qui joue avec des individualités. Mais aussi, les individualités de l'Égypte, quand même, c'est lourd. Tu as Mohamed Salah qui peut marcher pendant 85 minutes et à la 86e minute, il a un ballon et il le met. C'est ça aussi l'efficacité de cette équipe-là. C'est là aussi se trouve le poids de cette équipe égyptienne, même si dans le collectif ça pèse beaucoup, mais au moins ils ont su mettre en place quelque chose de très important. Ce triangle-là entre le milieu du terrain, le dernier passeur, Mohamed Salah et l'autre là, Balmout. Donc c'est des trucs qui arrivent tout le temps. Quand vous regardez tous les 3 premiers matchs de l'Égypte, ça a basculé à partir de ce moment-là. Donc, c'est pourquoi, moi, en toute franchise, et je verrai, pour moi, ça sera un très grand exploit, voir vraiment le Bénin tenir tête à l'Égypte. Mansour? Oui, vas-y. Mansour? Mais moi, je pense qu'on semble oublier un passé très récent. Le Bénin était à un cheveu de se qualifier à la Coupe du Monde, à un cheveu. Exactement, d'être en barrage. Vous oubliez ça. C'est lors de la dernière journée que le Bénin... Un but à 2 minutes de la fin. Vous voyez, donc attention à ces Bénins-là. On va se rencontrer après les matchs du Bénin et je pense que l'Égypte va peiner assez vraiment à remporter ces matchs-là. Mais moi, je mets une pièce sur le Bénin. Là, c'est là que je t'attends. Non, il faut mettre une pièce, hein, mais une bonne pièce. Une bonne pièce. Je vais vous donner vos contacts, vous allez régler ça là. Autour de le perdant paiera un coup à l'autre. Okay. Mais Malang a oublié Marmouche. Marmouche, il en a parlé. Il a parlé de Mohamed Marmouche. Oui, il a dit, ouais. Mais je vais vous dire que dans une équipe de 11 Égyptiens, il y a au moins 9 Mohamed. Je ne comprends pas ce qui se passe. James, bon, le match que tu attends le plus, c'est celui de mardi. Mardi, 16h GMT, Algérie, RDC. RDC, 4e. J'ai une question très simple. Je ne veux pas passer par 4 chemins. Une question très très simple. James, dis-nous, est-ce que l'Algérie sera maîtrisable? C'est tout. Ah là là. Bon, moi, en tout cas, durant ces 2 jours, j'ai passé mon temps un tout petit peu à suivre les TikTokers, les analystes et les YouTubeurs algériens. C'est ce que j'ai fait. Je les ai cherchés, j'ai suivi leurs analyses. Aucun d'entre eux n'a parlé de la victoire de l'Algérie. Aucun d'entre eux. À part Mohamed, il est un tout petit peu rigolo comme ça. Mohamed, voilà. À la fin, il a quand même... Il ne faut pas trop prendre au sérieux. Oui, voilà. À part celui-là. Mais sinon, tous les analystes égyptiens que j'ai suivis de tous bords, personne n'a parlé. Même et les derniers, il donnait un tout petit peu, il faisait ses pronostics sur tous les matchs de 8e de finale, et il avait gardé ces matchs-là pour la fin. Arrivé à ces matchs-là, RDC Algérie, il dit quoi? Il dit, je donne pas les vainqueurs, mais ça va se jouer au tirage au sort. Il prend une pièce, il dit, pile, c'est RDC qui gagne. Face, c'est l'Algérie. Il lance la pièce et c'est pile. Pour dire que même lui, les hasards donnent toujours la RDC gagnante. Mais sérieusement, je dirais que c'est un match indécis. C'est un match indécis. Personnellement, je l'avoue, dans cette CAN, j'ai presque pas suivi les matchs de l'Algérie, presque pas, je sais pas pourquoi, mais les derniers matchs qu'ils ont remportés là, 3-0 ou 4-0, et j'étais au salon de coiffure et mon coiffeur c'était un Algérien. C'est lui qui m'a signalé qu'il y avait le match qui passait à la télé dans le salon. C'était un Algérien. Et lui-même, il était en train de douter. Il savait pas de jeter les gars de la nationalité. Il m'a dit, en suivant ce match, il m'a dit, tu es congolais? Je dis oui. Il dit, mais vous voyez, au début, ils doutaient, mais quand après, ils ont enchaîné leur but, là, il me dit, vous voyez que ça sera quand même chaud, mais lui, il doutait déjà lui-même de la RDC. Donc, ça se passe comme ça dans tous les cas. Et chez les Sénégalais, et chez les Congolais, et même chez les Algériens, personne ne voulait rencontrer l'Algérie. Et ça va, les Sénégalais,
et les RDC, les Congolais, personne ne voulait rencontrer l'Algérie. C'est pour dire que c'est un match entouré de beaucoup de mystères. Et je suis Congolais, le patriotisme oblige. Je souhaiterais que la RDC passe ce match-là. Mais ils ont quand même un Riyad Mahrez. C'est un peu comme Mohamed Salah. Il peut marcher pendant toute la rencontre et en dernière minute, il vous sort un boulet de canon qui change le cours du match. Mais ça sera un match à suivre à tout prix. Et voilà, je suis vraiment dans les possibilités de dire si on pourra maîtriser les Algériens. Mais bon, on va voir. On reste sportif et on va voir. On a envie de suivre ce match-là pour voir du beau football. Il est pas serein. Hein? Il est pas sérieux du tout. Sur les autres, il s'est beaucoup prononcé. C'est incroyable. Lui, voilà, toi, tu es là, pour la vision de la RDC, c'est incroyable. Madame, vas-y. Ouais, je disais, il n'est pas sérieux, ça se voit. Même le Bénin, il a mis la pièce sur le Bénin, mais pour la RDC, c'est vraiment, ça prouve que c'est un gros calibre qui est devant. L'Algérie, quand même, a montré de très belles choses dans cette compétition. Mais, pardon, on a vu lors de la dernière journée, on a vu comment le Sénégal s'est cassé en 1000 morceaux pour éviter l'Algérie. Le Sénégal s'est cassé en 1000 morceaux. Surtout quand ils ont appris là-bas que la RDC venait d'ouvrir les scores, la RDC venait de doubler les Sénégalais. Donc, ils ont tout fait pour éviter l'Algérie. C'est vrai, l'Algérie, c'est un très gros morceau quand même devant. Moi, ce jour-là, quand l'Algérie venait de match, à un certain moment, je ne suivais plus le match du Sénégal. Malgré que j'étais dans une phase jaune, je suivais en même temps sur mon téléphone le match de la RDC. Parce que je me suis dit, la première place là, il faut pas que ça nous quitte. Parce que l'Algérie, quand même, quoi qu'on puisse dire, oui, l'Algérie, c'est l'équipe qui fait souffrir le Sénégal depuis très longtemps. La dernière défaite du Sénégal par une équipe africaine, c'est l'Algérie. La dernière défaite du Sénégal dans la CAN aussi, c'était l'Algérie. Donc, il fallait éviter à tout prix. C'est pourquoi je dis l'Algérie-RDC, c'est un match très mystérieux, un match qui va faire, pour moi, beaucoup de surprises, beaucoup d'analyses de passer à côté sur ce match-là, parce que, pour moi, la RDC peut faire des surprises. La RDC est une équipe très solide, une équipe très bonne dans les transitions. On a l'Algérie qui joue beaucoup offensivement et qui a tendance à laisser des espaces sur les côtés. Et nous savons tous les côtés de la RDC, c'est trop tranchant quand même. S'il arrive à être aussi efficace devant le but, ça risque d'être un match très très plaisant, un match qui risque de nous faire vivre beaucoup de surprises. Mais quand même, l'Algérie, c'est un gros morceau, mon ami. L'Algérie, là, je pense pas qu'il y a une équipe dans cette compétition qui voudrait dès les huitièmes de finale ou dès les quarts de finale, même avant l'Algérie. L'Algérie, c'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd. Oui, mais après, je même pose la question à Richard. Maintenant, on vient de dire, il n'y a pas une équipe qui vous retombe sur l'Algérie. Franchement, quand on voit ce que fait actuellement la RDC, la dynamique sur laquelle elles sont, je ne pense pas non plus qu'il y a une équipe qui se dit, ouais, super, je suis tombé sur la RDC. Moi, j'ai parlé avec des supporters algériens, ils ne sont pas spécialement sereins. Hein. Non, c'est clair. C'est clair. Mais je pense que l'Algérie et la RDC à la CAN, c'est la première fois un match officiel parce qu'ils n'ont jamais joué un match officiel avec que ce soit l'Algérie, que ce soit la RDC. Ils n'ont jamais joué dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations ensemble. Et l'historique des rencontres, ils ont joué 2 rencontres amicales et ça s'est toujours soldé par un match nul. Donc, c'est pour ça que les deux équipes ne sont pas sereines. Parce que quand tu vois James Katambo dit que voilà, il n'arrive pas à connaître le score, c'est parce que lui-même il sait que il n'est jamais arrivé à bout de l'Algérie. Les Algériens eux-mêmes ne sont jamais arrivés à bout de la RDC. Moi, je pense que aujourd'hui, il faut qu'on se dise que on a 2 entraîneurs, Sébastien Desabre et Petkovic, qui sont 2 stratèges de l'entraînement. Et quand on regarde un peu la configuration de jeu, on sait que leurs équipes, ce sont des équipes joueuses. Parce que quand vous regardez l'équipe de la RDC, qui a joué contre le Nigeria en finale des barrages, vous vous rendez compte que l'état d'esprit qui les anime,
c'est franchement une équipe qui est joueuse et qui a ses armes. Et aussi, de l'autre côté, on a une Algérie qui est conduite par Riyad Mahrez, qui joue en expérience, parce que j'ai regardé un peu sur la liste des joueurs marocains, algériens, j'ai remarqué que la majorité des joueurs qui étaient à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, c'est pratiquement la même équipe. Ils se connaissent. Et c'est vrai que au niveau du gardien de but, ça a un peu changé parce que il y a Zidane, mais je crois que ces deux équipes-là, vraiment, je crois qu'on va participer à une très belle rencontre parce que les deux équipes, depuis pratiquement 5 matchs, ils n'ont pas perdu et ils sont gonflés à bloc. Parce que quand vous regardez l'équipe de la RDC, parce qu'il faut aussi dire que la RDC, là où elle est là, elle prépare le barrage intercontinental. Parce que la CAN sert un peu pour Sébastien de Sable de tremplin pour le mois de mars. Pour le mois de mars. Donc, je pense que ce sera une très, très belle rencontre. Mais je peux vous dire avec certitude que ce qui s'est passé à Blida, Cameroun, Algérie, va se passer parce que les Algériens, ils bavardent beaucoup. Les Congolais vont leur faire un fimou. C'est l'esprit revanchard. C'est l'esprit revanchard. Non, c'est clair que... Non. Parce que vous savez... Non, c'est les Cameroun qui l'avaient emporté d'ailleurs. Non, oui. Oui, c'est le Cameroun, oui. Donc, c'est pour dire que... Oui, c'est les Cameroun qui l'avaient emporté à la dernière seconde. Ce qui s'est passé à Blida... Vous savez que depuis que le Cameroun a battu l'Algérie à Blida, elle n'a plus jamais joué à Blida, hein. Oui. Je me rappelle. Ils n'ont plus jamais joué à Blida. Pourtant, c'était à Blida qu'eux, ils gagnaient tout le match. Donc, ce qui passe, moi, je dis que... À la dernière seconde. Je sais que ce qui s'est passé à Blida va se passer à Fès. Et ce sera un collectif. Voilà. Monsieur, passons à la dernière affiche de ces 8e de finale. Le tenant du titre, en plus, ça tombe bien, le meilleur pour la fin, le tenant du titre, la Côte d'Ivoire qui sera opposée au Burkina Faso. Moi, j'avais un petit peu teasé dessus sur les réseaux sociaux. J'ai dit, ce sera le Alban Lafont-Tico, parce qu'on se souvient de l'épisode Alban Lafont, qu'on pensait qu'il allait jouer pour le Burkina Faso. Finalement, il joue pour la Côte d'Ivoire. Il y a eu l'épisode avec Nicolas Pepe, etc. Mais bon, ça, c'est pour rigoler, c'est juste pour parler de ce match. Vous en avez pensé quoi de cette équipe de Côte d'Ivoire et comment est-ce que vous voyez ce match à venir, parce que je pense que ce sera beaucoup plus serré que peut-être certains ne le pensent. Je ne sais pas, toi, comment est-ce que tu vois les choses. On va commencer par Malang cette fois-ci. Oui, le teneur du titre quand même, la Côte d'Ivoire, quand vous regardez le dernier match de la Côte d'Ivoire dans cette phase de poule, on a vu, malgré que l'équipe a été un tout petit peu changée par rapport aux 2 premiers matchs, mais c'est pas une équipe aussi flamboyante comme on l'attendait. La Côte d'Ivoire, c'est quasiment à l'image de la Côte d'Ivoire qui avait pris la CAN. Et vous regardez cette équipe-là, elle est compacte derrière, elle a un milieu de terrain très solide, mais tout le temps, au niveau de l'attaque, c'est compliqué. D'ailleurs, même quand vous regardez les buts de la Côte d'Ivoire, la plupart des buts ont été marqués quasiment par soit un milieu de terrain, soit un défenseur comme les Abdallah et tout ce qui va avec. Maintenant, la pièce maîtresse qui change beaucoup de choses dans cette équipe de la Côte d'Ivoire, c'est l'arrivée d'Amat. Donc, il est en train de faire beaucoup de merveilles. Et si vous regardez, c'est le maître à jouer de cette équipe-là. Toujours, c'est son côté qui bascule. Même la dernière fois, quand il est rentré, il a changé quasiment le cours du match. Vous regardez les 2 premiers matchs de la Coupe d'Afrique où il a joué avec la Côte d'Ivoire, il est devenu l'homme du match. Juste pour montrer son apport. Comment ce match-là va se jouer trop sur lui. Ce match va se jouer trop sur lui. Mais on a aussi une équipe burkinabèse qui est aussi solide. Moi, c'est ce que j'aime dans cette équipe-là, une équipe solide. Et ce match-là, c'est pas seulement un match de football, Mansour, vous venez de le dire. C'est en dehors des terrains. Et ce qui va faire rendre ce match-là encore plus compliqué, encore plus serré, parce que chacun va essayer, encore une fois, de garder ses cases inviolées et aussi de montrer que c'est le moment d'aller à la guerre et c'est le moment d'aller
vraiment prouver que le moment est arrivé de se battre contre l'adversaire. C'est pourquoi, pour moi, ça sera un match un tout petit peu Cameroun, Côte d'Ivoire favori, ça c'est sûr, mais un match qui peut nous apporter beaucoup de surprises si on s'en tient des dernières prestations quand même de la Côte d'Ivoire dans ce match-là, dans cette 35e édition de la Coupe d'Afrique. Alors, James, toi, quelle sera, du moins pas quelle sera, même pas, quelle est ta lecture de ce match qui va opposer le tenant du titre au Burkina Faso? Bon, ce match Côte d'Ivoire-Burkina Faso me fait penser au derby, à certains derbys avec nos voisins, nous particulièrement la RDC, surtout contre le Congo-Brazza et contre le Rwanda. C'est des matchs qui ont un esprit autour d'eux. Par exemple, je peux parler du CHAN, le CHAN qui s'est joué au Rwanda, les quarts de finale RDC Rwanda. C'était pas un match normal. Vous voyez, dans les points de presse d'avant-match, les coachs de la RDC, Ibenge qui dit on va jouer pour les morts et pour les vivants. Donc vous voyez que ce sont des matchs qui sont entourés des trop de mystiques et trop de choses qui sont en tout cas hors terrain football. RDC contre le Congo-Brazzaville, pareil. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, il y a l'AES, hein, je crois, AES et Côte d'Ivoire, c'est exactement. Exactement. C'est des histoires qui nous concernent, qui ne touchent pas directement le football. Mais ce match-là sera entouré de cet esprit-là. C'est un peu une guerre, quoi, entre ces deux nations. Une guerre qui va rester, bien sûr, sportive. Alors, il faut revenir sur papier, la Côte d'Ivoire que j'ai vu évoluer là, avec Ahmad, là, les joueurs de Manchester United, là. Je pense que si on laisse jouer ces messieurs-là, les étalons auront un très, très sérieux problème. C'est le facteur X de cette équipe-là, de Côte d'Ivoire, pour cette CAN. Parce que, comme l'a souligné le confrère qui vient de parler, lors du dernier match, c'était contre le Gabon, ils étaient menés 2-0, hein, je pense, la Côte d'Ivoire était menée 2-0. Exactement. Et Ahmad est entré quand c'était 2-1, je pense, les gars. Il est entré vers la fin, là. Et il a complètement changé le cours du jeu. Et la Côte d'Ivoire a fini par l'emporter 3-2. C'est les seuls qu'il faut maîtriser pour les coachs burkinabés. Même si on dit, dans un match de football, quand vous maîtrisez un seul joueur, attention, vous laissez les vides pour les autres. Mais cette Côte d'Ivoire est portée à bras le corps par Ahmad. Et sur papier, la Côte d'Ivoire peut l'emporter. Mais attention à cet esprit. Hein. J'ai commencé par relever cet esprit. Et les Burkinabés, je pense qu'ils vont recevoir les coups de fil de leur président. C'est un peu du genre. Hein. Et ça peut donner un coup de pouce à leur morale et ils peuvent faire quelque chose de peut-être un exploit. Mais sur papier, la Côte d'Ivoire que j'ai vu jouer là, la Côte d'Ivoire passera. Richard, je vais donner la parole avant ça. Après, c'est comme on a dit, j'ai l'impression que la Côte d'Ivoire, il y a des équipes contre lesquelles ils se disent on peut perdre contre tout le monde, sauf eux. Je vais t'en citer 3. Le Mali, d'abord, forcément, leur victime préférée. Ensuite, le Sénégal, j'en sais quelque chose parce que nous, on a brûlé un stade à cause de ces méchants-là, le deuxième. Et j'ai envie de te dire, le troisième, c'est le Burkina Faso. Est-ce que tu partages cet avis et quelle est ta lecture de ce match à venir? Mais, Mansour, je ris parce que tu as exactement dit ce que je voulais dire au départ. Et j'ai d'abord, avant de commencer, j'ai une pensée pour Assalfo. Tu connais Assalfo? Oui. Il est en même temps burkinabé et il est en même temps ivoirien. Pour moi, j'ai une pensée comme ça pour lui parce que il faut savoir que la Côte d'Ivoire, il y a des Burkinabés qui disent que la Côte d'Ivoire est devenue Côte d'Ivoire grâce aux Burkinabés parce que ce sont les Burkinabés qui font la force de la Côte d'Ivoire.
Et les Ivoiriens même n'aiment pas ça parce que, excusez-moi d'aller plus au niveau politique, j'aime pas trop ça. On dit que même le président de la République en Côte d'Ivoire, c'est un Burkinabé. Je vais te couper. Hein. Non, ok. Donc, non, je voulais mettre le contexte pour dire que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, justement, c'est deux pays. En Côte d'Ivoire, tout le monde peut battre la Côte d'Ivoire, sauf le Burkina Faso. Le Mali. Tu vois un peu? Et donc, pour moi, je pense que cette rencontre, elle tourne, je vais vous surprendre, elle tourne à l'avantage du Burkina Faso. Je m'explique. Le Burkina Faso, ces 3 premières rencontres ils ont développé le jeu. Ils ont développé leur jeu. C'est une équipe qui joue au football. Parce que, regardez, en 2 minutes ou 3, le Burkina Faso a basculé la rencontre Guinée équatoriale-Burkina Faso. Et quand vous regardez l'état d'esprit de ces joueurs-là, ils n'ont jamais lâché, ils n'ont jamais baissé les bras. Même contre l'Algérie, ils font un très gros match. Hein. Même contre l'Algérie, 1-0, il faut un très gros match parce que l'Algérie recule la plupart du temps dans ce match. Et n'eût été la maladresse de ces joueurs, je ne pense pas qu'on aurait pu avoir, s'il y avait eu un match nul, ce ne serait pas un match qui ont été volés. Parce que je peux vous dire que le Burkina Faso, les Camerounais, je parle du Cameroun, les Camerounais ne voulaient pas rencontrer le Burkina Faso. Les Camerounais préféreraient rencontrer l'Afrique du Sud que de rencontrer le Burkina Faso. Demandez à tous les Camerounais, ils vous diront que non, nous, on ne voulait pas rencontrer le Burkina Faso. C'est la vérité. Parce que c'est une équipe qui a pendant... Et je reviens maintenant en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, quand vous regardez le match Mozambique-Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire gagne. Mais la Côte d'Ivoire ne domine pas. La Côte d'Ivoire ne joue pas. Elle a quelques petites incursions dans la défense mozambicaine, mais franchement, quand vous regardez même la possession de balle, c'est du 47-53. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire jouer contre le Cameroun, c'est du 50-50. C'est-à-dire que... C'est vrai, peut-être le meilleur match de la CAN d'ailleurs, Côte d'Ivoire-Cameroun. Voilà. C'est du 50-50 et c'était un beau match. Et regardez même la dernière rencontre, Gabon-Côte d'Ivoire. Emers Faye s'amuse à faire croire qu'il va faire jouer sa deuxième équipe, mais les Gabonais lui ont fait comprendre que ta deuxième équipe n'est pas la plus forte. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas une profondeur de banc. Je suis désolé. Quand Seko Fofana, la majorité des joueurs qui sont au milieu de terrain sortent, il fait rentrer du 109. Ceux qui rentrent ne font pratiquement pas la différence. Ah, le jeune Oulaï, là, il est très bon. Oui, il est bon, tu vois. Mais c'est un joueur en devenir. Ce n'est pas un joueur qui peut porter une rencontre comme celle qui va se jouer. Donc, c'est pour moi, je vous dis que pour moi, l'avantage, ce sera au bonheur la chance. Parce que je peux vous dire que la chance de la Côte d'Ivoire qu'elle a eue chez elle, souvenez-vous du match Mali-Côte d'Ivoire. J'ai toujours, où on a versé l'eau sur le sélectionneur là. Oui, c'est-à-dire que ce match-là... C'est lui qui voit les vaudous partout là. C'est lui qui voit les vaudous partout là. Oui, donc, moi je pense que ce match sera un match amplement discuté et je pense que le vainqueur de cette rencontre ira minimum en demi-finale. Moi je vous l'ai dit. Ok, c'est noté. Écoutez, en tout cas, on a pris tous les avis sur les 8 huitièmes de finale. Hein. Il n'y a plus qu'à tout noter. On se dit rendez-vous donc au soir de mardi après ce Côte d'Ivoire Burkina Faso pour faire les bilans. Messieurs, en tout cas, merci beaucoup.
Bonne chance pour vos équipes respectives, hein, le Cameroun, les Léopards de RDC et les Lions du Sénégal. Et puis on se dit à très bientôt. Et puis vous sur live aussi, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis à très très bientôt. Allez, merci, bonjour. Merci beaucoup. Merci, Mansour. Ciao. Bye bye.